télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse. Cette émission qui vous fait plonger au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets, mais en l'occurrence, seul le sujet qui fait couler encre et salive, les dossiers Constant Moutamba, avec le procureur général près la Cour de cassation. Il y avait demande de levée de saisie militaire. Hier, il récuse le parquet général près de la Cour de cassation. On se pose des questions: qui a raison, qui a tort? Est-ce un acharnement ou un règlement de comptes? Mais attendons voir jusqu'à quand prendra fin ces feuilletons. Mais en dehors de ça, nous allons aussi évoquer la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, qui a affirmé haut et fort que Joseph Kabila était un sujet rwandais, un agent rwandais. Il a même attesté que son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Il a évoqué pourquoi Moïse Katumbi est sorti de ce pays, parce qu'on a trouvé une cache d'armes dans sa ferme. Il a évoqué plusieurs choses qui touchent la vie politique en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de déballer, d'en parler sur cette émission avec le secrétaire général du parti politique UDDC. Il s'agit bel et bien de M. Popol Djamani, à qui je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce. L'UDDC, en quelques mots? Oui, l'UDDC, c'est ce jeune parti qui est en train de s'affirmer à travers la République, mais aussi en renforçant ses capacités avec les nouvelles adhésions que nous avons tous les jours. Je profite de votre micro pour saluer le président national qui, le 24 mai 2025, a organisé, dans le cadre de notre parti, une grande conférence à Londres pour pouvoir présenter les réalités que les Congolais, que la RDC vit tous les jours, et suite aussi à l'agression que notre pays connaît. Voilà, avant d'entrer dans le vif de nos deux sujets, 12e conférence, on parle un peu de la 12e conférence de gouverneurs qui se tient au Lualaba. Qu'est-ce que ces conférences de gouverneurs apportent en termes de réalisation à la République démocratique du Congo? Bon, déjà, c'est une disposition constitutionnelle. C'est une disposition constitutionnelle parce que les législateurs auraient voulu ou avaient voulu que une fois ou deux fois l'an, que l'on puisse mettre en place une rencontre où les chefs des gouvernements provinciaux puissent se rencontrer, essayer de discuter autour du président de la République sur les différentes difficultés liées au fonctionnement de leurs provinces respectives. Je crois qu'aujourd'hui que nous en sommes à la 12e rencontre, il est important de pouvoir lancer les dés sur le jumelage. Ce qui est peut-être plus en difficulté, c'est que certaines provinces ne bénéficient pas des mêmes avantages que d'autres. Ça, c'est sur mon point de vue. Et j'estime que des jumélages ou des commissions mixtes pourraient permettre aux provinces de pouvoir avoir la même envergure dans les objectifs visés. Il faut rappeler aussi que la question de la péréquation, la question de la retenue à la source, ce sont des questions qui fâchent au niveau des assemblées provinciales et au niveau des chefs des gouvernements provinciaux. Que donc cette question devrait être traitée de la plus grande manière, pouvoir entrevoir que ces provinces puissent évoluer. Il est aussi important de rappeler qu'il y a des secteurs d'activité pour lesquels les gouvernements provinciaux ne financent pas. Par exemple, la construction d'universités. On pourrait avoir les gouverneurs commencer à construire de nouvelles écoles, de nouvelles universités provinciales. De quoi permettre un engouement. Ces universités ou ces écoles devront avoir une certaine spécialisation dans l'environnement dans lequel ces universités pourraient commencer à être bâties. Je crois que pour le moment de la vie, cette question, il faut que les gouverneurs arrivent à arracher du gouvernement central et du président de la République, qui reste a ouvert cette grande messe, la possibilité de voir un certain jumelage et aussi des moyens qui
qui puisse leur être affecté pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont assignés ou que l'Assemblée provinciale a décidé de leur accorder pour pouvoir exercer ce mandat-là. Un deuxième sous-point, le braquage à Kinshasa, qui devient monnaie courante. Est-ce une faiblesse de l'État? Est-ce le ministre de l'Intérieur a failli à sa mission, ou c'est seulement parce que l'indice des taux de pauvreté est accru que chacun veut se procurer ce dont il doit mettre sous la dent à sa manière? Bon, il faut d'abord rappeler que le braquage est un phénomène quotidien. Ça veut dire que dans les pays assez organisés, il y a quand même ce genre de crimes. Mais dans ces mêmes pays-là, on arrive à suivre, on arrive à lancer et on arrive à rechercher. Peut-être que chez nous, ici, ça posera une adéquation à un sérieux problème. Mais je voudrais ici que le ministre de l'Intérieur puisse, au-delà des problèmes qui nous sont soumis de manière régulière, faire appel à l'expertise de ceux-là qui développent de nouveaux outils technologiques. Je vois ici, par exemple, le ministère de l'Intérieur peut lancer un jeu d'essai, lancer une structure où il fait appel à l'intelligence congolaise. Il peut faire intervenir les finalistes de différentes universités. Je prends pour le cas ISIPA, dans le domaine de la reconnaissance faciale, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la détection. Et je crois que ISIPA, qui aujourd'hui fait ses preuves et qui organise le 50e anniversaire de sa création, peut répondre à cette attente-là, peut répondre à ce besoin. Il faille simplement que le ministre puisse avoir un regard, et un regard très ouvert, au niveau des établissements qui forment les personnes capables de pouvoir régler des questions de sécurité. Je veux tout répondre aussi que nous avons des institutions qui forment des cadres, des entrepreneurs, mais qui aussi vont au-delà pour pouvoir mettre de nouveaux produits à la chaîne. Et donc, ISIPA peut être, puisque je suis enseignant de là, peut mettre les moyens pour pouvoir former et donner au gouvernement provincial ou au gouvernement national des outils capables de pouvoir répondre tant soit peu à ce besoin. Voilà, merci. C'était là le décision pour ouvrir cette émission. Nous prenons la première thématique. Nous parlons du dossier Constant Mutamba. Quand vous regardez le déroulement de ce dossier, avant de parler de quoi que ce soit, quelle lecture faites-vous? Est-ce un acharnement ou un règlement de compte? Bon, merci. Vous savez que nous sommes dans la plateforme de l'Union Sacrée et que nous avons une certaine ligne de conduite en tant que sociétaire de cette grande structure, de cette grande famille qui soutient le chef de l'État. Mais il nous appartient, nous aussi, en tant qu'individus, en tant que nationalistes, en tant que patriotes et en tant que scientifiques, d'émettre des idées, d'émettre des points de vue qui pourraient fâcher, mais qui, au finish, c'est le réalisme, c'est la vérité de ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Est-ce qu'ici, il y a un acharnement contre la personne de M. Constant Mutamba, ministre de Surcroît? Je ne pense pas. Je pense que les Congolais, les Congolaises et les Kinois en particulier doivent se rappeler que le procureur général Kingu avait mis en déroute un ancien ministre de la Justice qui était le professeur Mampuya. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque Kingu poursuivait Mampuya pour le fait qu'il était reproché, on parlerait de l'acharnement? Je ne pense pas. Aujourd'hui, le ministre a posé des actes. Et dans ces actes-là, je sais qu'il est juriste, il a fait un cycle de droit comme moi dehors, et je pense qu'il doit savoir, il sait, et je le prends comme ça, qu'il y a trois principes de droit qu'il ne pouvait pas négliger sur cette question. La première, ou le premier, c'est que les infractions tentées ont la même peine que les infractions consommées. Et le deuxième principe, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et enfin, nul ne peut ignorer la loi. Cela veut dire que le ministre de la Justice ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de dire qu'il y a acharnement lorsque les faits d'un prétendu détournement sont peut-être démontrés. Il appartient maintenant au juge qui va être bientôt saisi de pouvoir démontrer si réellement le ministre aurait ou non connu
cette infraction de détournement. Selon Popol Djamani, à l'heure actuelle, le ministre est-il coupable ou non? Nous n'avons pas tous les éléments de preuve, mais tout ce que nous avons vu et nous avons suivi, c'est qu'il y a eu la levée, l'autorisation de poursuite. Ici, il venait de récuser l'ensemble des magistrats instructeurs, alors que, en tant que juriste de formation, il sait que l'organe, le ministère public fait partie, et l'organe de la loi, il fait partie du procès, il est procès, c'est lui qui est la partie accusatrice, que donc récuser un tel organe, c'est quand même mettre mal ce que nous avons appris et ce que nous apprenons à ces jeunes juristes-là. Donc aujourd'hui, est-ce que Constant Moutamba a détourné ou aurait détourné? Cette question relève de l'apanage des juges. C'est le juge à la prétention de la connaissance du droit, et seul le juge peut nous en dire plus. Mais l'organe de la ministère public, lui, il allègue des faits. Et c'est par ces faits-là que nous suivons l'actualité, nous disons qu'il est grand temps, qu'il est important que M. Constant Moutamba, ministre de surcroît, se tranquillise, qu'il attende d'être placé devant les juges, et que c'est les juges qui entendront des parties, qui pourront rendre... Est-ce que vous pensez qu'il va accepter si une décision tombée, lui qui récuse déjà? Il s'est dit que tous ces corps-là n'est pas neutre. Donc déjà, apparemment, il se sent peut-être être condamné en amont avant même... Le parquet n'est pas condamné. Le parquet, dans sa phase préjuridictionnelle, a instruit le dossier. Et aux dernières nouvelles, le parquet a répondu à M. Constant Moutamba, ministre de surcroît, que, en ce qui le concerne, le dossier est déjà clôturé. Il appartient maintenant au juge, à la Cour de cassation qui sera saisi incessamment, de pouvoir inviter le ministre Constant Moutamba, si également on obtient l'autorisation de poursuite au niveau de l'Assemblée nationale, de pouvoir venir se défendre. Il récuse toutes, je parle de ces personnes, c'est-à-dire ces magistrats qui composent, il récuse tout le monde, alors que... Il a récusé le parquet. Le parquet, mais il n'a pas récusé la Cour de cassation. Il a récusé le parquet, il n'a pas récusé la Cour de cassation, et à ce niveau, la Cour de cassation est composée de juges, quand bien même l'organe de la loi, le ministère public, sera membre là. À ce niveau ici, le parquet ne pose plus les actes. À quoi on devait s'attendre alors? En fait, c'était ça la question qui... Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Tout ce que je sais, c'est qu'à une certaine époque, j'ai puté qu'un ministre en fonction sera devant la Cour de cassation. Aujourd'hui, ce qui arrive, je suis en train de constater en disant que s'il estime que les faits portés contre lui ne sont pas de cette nature-là, le juge devra apprécier, selon l'intime conviction du juge, il rendra une décision. Ça m'arrête. Du côté du parquet général près la Cour de cassation, on parle de manœuvres dilatoires. Déjà, dès sa nomination en tant que ministre, son parcours en tant que ministre, apparemment le ministre de la Justice avec l'appareil judiciaire ne marchait pas en commun accord. Est-ce ce n'est pas aussi cette guerre des législatifs avec la corporation, je dirais, la cour, avec le magistrat? Parce que quand il est revenu, quand le dossier a commencé, nous avons tous vu les vidéos qu'il a fait. Après, il y a un audio qui reste à vérifier où il était en train de demander à l'enfant, à un des enfants de M. Vonde, dit à papa d'atténuer, voilà. Mais aujourd'hui, quand il arrive à récuser, est-ce qu'il n'y a pas de dessous des cartes dans tout ce qui s'est fait là? D'abord, la récusation, c'est devant le juge. La récusation, c'est fait devant le juge. Lorsque vous constatez au cours d'un procès qu'un juge est impartial ou un juge aurait des intérêts, qui peut mettre votre ligne de défense en ambigu, vous avez la latitude de récuser un juge. Mais lorsque le dossier en phase préjudicielle au niveau du parquet, vous avez la latitude de solliciter que l'on puisse décharger un magistrat instructeur pour qu'on vous en donne un autre. Dans le cas d'espèce, étant donné qu'il est ministre,
bénéficiant des privilèges des juridictions, récuser tout l'ensemble des magistrats près le parquet de la Cour de cassation, mais la question fondamentale, alors qui va entendre le ministre Constant Moutamba? Parce qu'il est justifiable, d'une manière ou d'une autre. Le fait pour lui d'avoir récusé l'ensemble des magistrats près la Cour, le parquet près la Cour de cassation, cela veut dire que lui-même porte atteinte, à la présomption d'innocence d'autres magistrats qui ne connaissent pas de cette affaire. Parce que ce n'est pas tous les magistrats qui ont entendu Constant Moutamba. Il y a eu une personne qui a été soit mandatée, qui a été mandatée par le PG pour pouvoir instruire le dossier. Que récuser l'ensemble, on se pose des questions. On se dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Alors, aujourd'hui, j'ai suivi quelque part, le PG ou son DIRCAP a répondu à la demande de Constant Moutamba et il a été clairement dit que, en ce qui le concerne lui, l'affaire est clôturée. Donc, maintenant, les autres instructions vont continuer, pour pouvoir dénicher si vrai ou faux les faits portés devant, il faut rappeler aussi que le PG instruit à charge et à décharge, et donc les faits portés devant le PG sont vrais ou faux. Et quand le PG aura fini son instruction, il pourra demander à ce que l'on puisse fixer l'affaire au niveau de la Cour de cassation. C'est à ce moment-là que M. Constant Moutamba, ministre de surcroît, pourrait éventuellement venir avec les éléments de preuve et que c'est au juge d'apprécier, d'étayer, d'opiner si les faits sont probants ou pas. À l'heure actuelle, pour clore ce dossier justice Constant Moutamba, qu'est-ce que l'opinion doit retenir? L'opinion doit retenir qu'une chose, d'après l'analyse, c'est qu'il y a un PG qui, comme à l'époque de Kengo, est en train de porter, est en train de présenter des faits qu'aurait commis un ministre de la Justice. Et donc, l'histoire se répète, c'est ça que l'opinion pourrait retenir. Maintenant, si nous entrons sur le plan politique, est-ce que c'est de bonnes idées? Je ne suis pas dans le secret, je ne suis même pas dans son cabinet, mais tout ce que je sais, c'est que, à l'issue de ce procès, et d'ailleurs lui-même nous l'avait dit un jour, je cite une chaîne, il dit, aujourd'hui, avec l'avènement du président Tshisekedi, personne est à l'abri de poursuites. Ce sont ses propos. Il dit, même le ministère public peut poursuivre le président de la République s'il y a un fait infractionnel porté contre lui. C'est ce que le ministre Constant Moutamba nous avait dit lors d'une sortie dans une émission de La Place. Que donc aujourd'hui, les faits que lui-même a présentés, et si on arrive à le mettre dans ces conditions-là, ben, il a une bagatelle, il a un panel d'avocats, ils vont présenter le moyen de défense lorsque l'affaire sera portée devant le juge, son juge naturel. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous allons prendre la deuxième thématique. C'est là où nous allons plus nous apaisantir la sortie médiatique du vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, qui est passé dans les zones de Top Congo, je cite. Plusieurs déclarations qui a suscité des réactions de part et d'autre. Certains disent à lobby bien, d'autres à Salimabé, à un moment où tu as la réconciliation, il y a beaucoup de. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba nous affirme haut et fort que Joseph Kabila, c'est un nom emprunté, son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe, alors que Jean-Pierre Bemba a travaillé avec Joseph Kabila. D'emblée d'abord, cette sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, comment vous la jugez? Bon, je voudrais dire ici que pour nous, c'est un événement. Un événement, pourquoi? Parce que, à une certaine époque, cette rhétorique a déjà existé. Que Kabila serait rwandais. Aujourd'hui, pour nous, au niveau de l'Union sacrée, ce qui nous importe, c'est comment faire en sorte que la crise qui se vit à l'est du pays puisse trouver une solution pacifique. Comment est-ce que le président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, devra faire? Quels sont les mécanismes, quels sont les projets, quelles sont les initiatives, quelles sont les propositions que nous, Union sacrée,
nous devons porter sur sa table pour pouvoir régler une fois pour toutes les conflits à l'Est. C'est ça ce que nous attendons, nous, en tant que sociétaires de l'Union sacrée. Ce n'est plus de nous dire que Kabila serait rwandais, nous l'avons entendu, nous l'avons vécu et il est parti. Je retiens deux choses de mon aîné Jean-Pierre Bemba. Il nous a laissé entendre que la SENCO serait derrière tentative d'assassinat contre le président de la République. C'est ici, à travers vos micros, que nous pensons inviter le procureur général de pouvoir se saisir d'une telle déclaration. Parce que le président de la République, c'est cet homme que nous avons voté. C'est cet homme... Il a même précisé dans ses deals qu'il y a des preuves. C'est ce que je dis. C'est à lui d'alléguer. C'est à lui de présenter ces preuves. Que donc, pour nous, en tant que sociétaire de l'Union sacrée, le procureur général devrait prendre la mesure, devrait ouvrir une réquisition, inviter les personnes qui ont été citées et inviter la personne qui a cité de pouvoir déposer les preuves à son office. À ce moment-là, nous serons un pays un peu plus sérieux que de nous arrêter dans des allégations alors que le pays veut converger vers la cohésion nationale. Si aujourd'hui, le président de la République estime que l'initiative de la SENCO et l'ECC, ce sont des initiatives qui vont mettre mal la volonté du président de la République d'asseoir l'autorité de l'État, je l'ai dit haut et fort sur votre plateau et ailleurs, que nous devons trouver une alternance, aller faire une rencontre à Kamba. Tant que les sociétaires de l'Union sacrée, tant que les différents services appropriés du président de la République n'utilisent pas cette voie que nous lançons de manière solennelle, que les Congolais et les Congolaises puissent aller se retrouver au niveau de Kamba pour pouvoir discuter sur les différentes pistes de solutions pour amener tant soit peu et de manière définitive la paix à l'Est, pour amener la quiétude à ce nombreux Congolais qui décèdent tous les jours, pour pouvoir faire partir cette force étrangère qui tue nos mamans, nos jeunes filles et qui violente les femmes. Alors à ce moment-là, nous n'aurons pas trouvé. Le commun mortel se pose la question, pourquoi avoir attendu tout ce temps Jean-Pierre Bemba, qui a travaillé avec Joseph Kabila en tant que vice-président. Pendant ce temps-là, il n'avait pas vu que Joseph Kabila était rwandais, seulement maintenant là, qu'il vient affirmer que Joseph Kabila c'est un Rwandais et c'est un agent rwandais qu'on a infiltré en République démocratique du Congo. Tout ce vide-là, pendant qu'il était vice-président de la République, il n'en a pas parlé, c'est aujourd'hui seulement qu'il vient tenir ce discours-là. Si les trois principes juridiques peuvent être applicables au niveau de M. Constant Moutamba, ministre de la Justice, je crois que les deux principes de droit pourraient aussi être appliqués à M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la République. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et nul n'est censé ignorer la loi. S'il estime que pendant qu'ils étaient avec lui, pendant qu'ils ont marché, pendant qu'ils ont signé l'accord de Sun City, M. Joseph Kabila n'était pas un citoyen congolais, que donc on nous a laissé consommer une erreur au sommet de l'État. Mais aujourd'hui qu'il est parti, aujourd'hui que nous avons un digne fils de la République, aujourd'hui que ce digne fils de la République est confronté à une agression endogène et peut-être aussi exogène. Que faisons-nous en tant que patriotes? Que faisons-nous en tant que républicains? Nous devons trouver des solutions. Parce que, au terme de notre constitution, ceux qui ont présidé à l'avenir du pays, qui ont présidé le pays, n'auront plus la chance de pouvoir y revenir. Maintenant, nous devons nous focaliser sur l'avenir. Nous devons nous focaliser sur les nouvelles générations et sur la future génération. C'est ici que moi j'appelle de vœux les autres forces, les autres confessions religieuses, d'apporter un soutien continu à des pistes alternatives à celles de la SENCO et le CC. Parce que si nous restons sur le qui-vive, si nous restons sur le CC, que une frange, je ne parle pas de toute l'union sacrée, mais une frange de l'union sacrée est tentée de les jeter en bloc, parce que
une certaine opinion pense que la réaction de Jean-Pierre Bemba par rapport à la Senko et les CC, c'est une réponse par rapport à la rencontre de Martin Fayulu, le président de la République. Martin Fayulu qui a dit qu'il faille qu'il y ait un dialogue, mais avec ce format-là, c'est ce qu'il a demandé au président de la République. Est-ce que ce n'était pas aussi une réponse du président, mais par l'intermédiaire de Jean-Pierre Bemba? Monsieur le journaliste, Monsieur Popo Djamami, ça fait aujourd'hui plus de 3 ou 4 ans que je suis en train de solliciter l'organisation d'un dialogue. En Kamba. En Kamba. Oui. Est-ce entendu que la Senko s'élève ou le CC pour pouvoir mettre en place un plan? Non. Ai-je entendu que Martin Fayulu puisse être reçu par le président de la République pour discuter sur cette question? Non. Les hommes d'État présagent l'avenir. En tant qu'hommes d'État, nous avons assumé ce que nous avons dit en disant qu'il faille organiser un dialogue. Aujourd'hui que Martin Fayulu, président de l'EFIDE, rencontre le président de la République et qu'au sorti de cette rencontre, il renvoie, comme vous venez de dire, là-bas le chef de l'État de recevoir les CC et la Senko. Et que M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de transport, excusez-moi, se permet de venir nous dire que ceux-là ont été envoyés pour assassiner, pour tenter d'assassiner un président élu. Nous nous remettons alors en question. Raison pour laquelle, au lieu de imaginer des choses, nous devons vérifier la véracité de ce qui est dit et trouver une autre alternative si la question de l'ECC Senko dérange. Laquelle des alternatives, nous disons, que les autres confessions religieuses puissent accompagner les acteurs politiques à se ranger autour de l'église kimbanguiste pour organiser une rencontre à Kamba. Et cela sera facile. Mais si l'ECC et la Senko n'arrivent pas, il faut qu'on trouve une alternative. La grande confession religieuse, pourquoi seulement attribuer à l'église kimbanguiste? Non, ça c'est mon point de vue. Okay. C'est mon point de vue, comme Martin Fayulu a lancé, président de son État, a lancé son point de vue sur l'ECC Senko. Comme aussi le président de la République a son point de vue sur la question de l'organisation du dialogue, par quel type de format il a son point de vue. Et je crois que sur cette question, moi j'y donne un point de vue personnel d'abord, mais aussi un point de vue qui engage la structure politique qu'il faille qu'on puisse se retrouver pour pouvoir dialoguer. Maintenant, la question c'est que qui prendra en compte le président de la République? C'est qui peut prendre en compte? Le président de la République se doit de mettre en place des mécanismes qui vont accompagner les Congolais, qui se retrouvent à la fois de l'opposition, qui se retrouvent à la fois de cette opposition non armée, de pouvoir trouver un point commun pour mettre fin à la tuerie. Parce que si l'objectif que nous pourchassons tous, c'est la paix, je crois qu'à un certain moment, nous devons mettre de l'eau dans notre vin et regarder l'intérêt supérieur de la nation. Cet intérêt supérieur de la nation passe... Avec de telles accusations, un tel l'a fait, il a encore... On ne gère pas une société telle que la République démocratique du Congo avec des humeurs, avec de la passion. Il n'y a pas d'âme dans la gestion de la République démocratique du Congo. C'est une question de conviction. Et nous sommes convaincus que le président de la République, à la fin de cette rencontre des gouverneurs, prendra des mesures idoines pour que la fin des tueries à l'Est puisse arriver et se trouver. La logique, c'est la fin de la guerre. Effectivement. La logique, c'est la paix dans l'Est. Éventuellement. Aujourd'hui, s'il faudra qu'on se parle en face, il y a l'union sacrée en face, et de l'autre côté, il y a l'opposition. Mais il y a une opposition non armée et une opposition armée. Parce que tout le monde s'est posé des questions, le silence de Kabila, aujourd'hui il est à Goma. On n'affirme pas, mais du moins il est avec Nanga. Nanga c'est l'AFC. Donc ils font déjà partie de l'opposition armée. Quel format devons-nous prendre pour que
ces tueries ou cette logique des Congolais de se rétracter du pays et devenir rebelles, parce que ça n'a pas commencé avec Nanga. Nous avons vu plusieurs Congolais devenir rebelles avant de devenir aujourd'hui peut-être donneurs des leçons ou aujourd'hui dirigeants et prendre le pouvoir. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire dans le fond pour que ses fils, ses filles ne redeviennent plus rebelles? La refondation de l'État. La refondation de l'État. La refondation de tout un système politique. Repenser la gestion au quotidien de la République. Mettre des moyens, arrêter la gabegie financière, impulser des valeurs, impulser, mettre des mécanismes qui feront en sorte que seule la méritocratie puisse primer. Si nous n'entrons pas dans cette moule, dans cette confiture, avec les ingrédients cités, nous allons faire de surplace et nous allons refaire les mêmes choses. Mais avec le partage du pouvoir entre partis politiques, membres de l'Union sacrée, membres de l'AMP, vous pensez vraiment que cette refondation dont vous parlez pourra avoir lieu? Vous savez que je disais à quelques étudiants un jour, je disais que le